Voilà. Est-ce que vous voyez? Oui. D'accord. Donc, Espace et judaïté chez Kurt Peiser, peintre de l'exclusion, par Pierre Bourg, petit-fils de l'artiste. Remarquons d'emblée que la judaïté n'est certainement pas un thème central de l'œuvre de Kurt Peiser. On devrait même plutôt dire qu'il ne le caractérise pas. Sur le simple plan quantitatif, le nombre d'œuvres ayant pour sujet spécifique la judaïté est extrêmement faible par rapport à l'ensemble de sa production, dont l'axe central est l'exclusion des déshérités du système social. D'origine juive allemande, Kurt Peiser est né à Anvers en 1887, son père ayant peu avant quitté Berlin pour devenir directeur des sucreries tirlemontoises à Anvers. L'usine située à Vlaamsekai était à quelques centaines de mètres des quais de l'Escaut, où venaient encore s'amarrer à l'époque des cargos venus du monde entier. Enfant, Kurt Peiser s'échappait de l'usine, traversait les terrains vagues qui l'entouraient et rejoignait sur les quais ses copains de jeu, les enfants des bateliers et des dockers. C'est ainsi que d'origine bourgeoise, il fut néanmoins très tôt en contact avec les gens du peuple pour qui il développa une empathie qui allait marquer toute sa vie. Après ses études à l'Académie royale d'Anvers, il devint l'élève de Gérard Jacobs, un peintre de marine avec lequel il allait fréquemment peindre d'après nature le long du fleuve. Lors de sa première exposition personnelle en 1907 à la salle Booth, il présente 45 toiles dont les 3/4 sont des marines. Un quart restant montre les scènes de vie du port, du travail sur les docks. En 1907, ses parents quittent Anvers pour Bruxelles et Kurt s'installe dans un atelier à proximité du port où il trouve ses modèles. Il sera rapidement confronté à un problème qui le poursuivra tout au long de son existence. Il s'intéresse aux exclus, aux prostituées, aux souteneurs, aux alcooliques, et les représentations de ces victimes du système social ne sont pas du goût de ceux qui ont les moyens d'acheter ces toiles, qu'ils n'ont de plus aucune envie d'accrocher donc ces toiles dans leur salon. Ces choix de sujets ne sont pas non plus du goût de sa femme, avec qui les relations se détériorent bientôt, et ils finiront par divorcer en 1921. Ces choix entraînent aussi de violentes disputes avec son père qui lui reproche le choix de ses sujets. Peiser y répond en affirmant qu'il ne peut peindre que ce qu'il connaît et que ses sujets ne se trouvent pas dans les livres. En 1914, il expose à la salle Force et suite à une plainte anonyme, le parquet descend sur les lieux et le procureur du roi ordonne le décrochage de 11 toiles qui portent, selon lui, atteinte à la moralité publique. Peiser est inculpé d'attentat à la moralité et aux bonnes mœurs. Ces toiles sont saisies. En attendant son procès et pour échapper au moment aux misères qui lui sont faites, Kurt Peiser part à Paris où il est surpris par le déclenchement de la guerre. Revenant aussitôt en Belgique, il ne peut rejoindre Anvers déjà assiégé et il s'installe donc à Bruxelles chez ses parents. C'est ainsi qu'il va devenir bruxellois et qu'il habitera la capitale jusqu'à la fin de sa vie. C'est durant la guerre, en 1916, qu'apparaissent ses premiers travaux qui montrent des juifs. Zonsheim, un ami de la famille Peiser, lui achète un tableau que vous voyez ici, donc un fils du vieux peuple, qui était peint en 1917. Cette huile représente un homme vu de profil, le regard tourné vers le spectateur sur un fond d'immeuble indistinct. La toile sera exposée l'année suivante à la salle Éolien à Bruxelles parmi une série de pastels et d'huiles réalisés dans le quartier juif d'Amsterdam. Donc vous allez voir les 3 illustrations de ces huiles et pastels qui ont été faites dans le quartier juif d'Amsterdam. En 1920, Peiser produit une huile, un fils d'Israël.
Un portrait en pied d'un juif vu de 3/4 face, le regard fixé sur le spectateur sur un fond diffus d'immeubles où se détachent les silhouettes indécises d'une femme et d'un enfant. Peiser poursuit son étude des quartiers juifs par une série de 75 pastels réalisés en 1921 à Londres. Donc ce sont ces pastels qui ont été peints en 1921. Où il s'est rendu après son divorce pour épouser sa deuxième femme Renée. Cette série sera malheureusement endommagée 30 ans plus tard dans un incendie de l'atelier du peintre. Contrairement à son travail sur Amsterdam, cette série ne comporte aucune huile. En 1921, le ministre des Sciences et des Arts, Jules Destrée, désireux de faire entrer le tableau Un fils d'Israël que nous avons vu plus haut, Un fils d'Israël dans les collections de l'État belge, intervient auprès de la commission d'achat du musée des Beaux-Arts en vue de son achat. En août, la section d'art moderne de la commission émet un avis négatif et le tableau ne sera pas acquis. On ne peut exclure qu'un certain antisémitisme des membres de la commission soit à la base de ce rejet, malgré l'appui du ministre. Au cours des années 1920, Peiser réalise quelques dessins et portraits de juifs. Donc voici ces portraits. En 1928, Peiser bénéficie du soutien de 3 sponsors, dont Sunshine, qui lui permettent de travailler pendant un an, en étant dégagé des soucis matériels pour préparer une grande exposition à la célèbre salle Giroud où Peiser montre 110 œuvres, dont Un fils d'Israël. Le catalogue de cette exposition permet de constater que cette toile était la seule à présenter un sujet juif. Ensuite, le tableau restera dans la famille jusqu'à ce que l'héritier en fasse don en 1995 au Musée juif de Bruxelles. Et donc, vous pouvez voir ce tableau, même aujourd'hui. Donc, il a été montré lors de l'exposition 175 ans de vie juive en Belgique en 2006. La toile a ensuite longtemps été au CIMES de la salle d'apparat du musée, mais ça a été, à présent, c'est possible de voir cette toile. Après 1928, Peiser ne peindra plus le monde juif. Donc, il ne prend plus le monde juif comme sujet de son art. Il n'y reviendra que très ponctuellement après la Deuxième Guerre mondiale. Pourtant, dès novembre 1932, donc dans les années 30, dans des conversations avec des amis, il parle des persécutions que le régime hitlérien fait subir aux Juifs. Peiser ne se fait pas la moindre illusion sur le régime nazi, dont il perçoit le danger comme s'étendant bien au-delà de la seule persécution des Juifs. Durant des années 1930, ses convictions pacifistes et internationalistes dirigent son travail vers des activités antifascistes. En 1935, il devient membre du comité de vigilance des intellectuels antifascistes qui se mobilise contre Rex et en 1936, Peiser réalise une affiche anti-rexiste pour les élections législatives. Dès qu'éclate la guerre civile en Espagne en juillet 1936, Peiser et sa femme se mettent à la disposition du Secours rouge international. Et lorsque l'évolution des combats amène le gouvernement républicain à évacuer les enfants à l'étranger, Peiser devient président du comité Duckel pour l'aide à l'Espagne républicaine et Home Nuestros Niños pour lequel il produit une affiche. Il poursuivra son action de soutien aux réfugiés espagnols jusqu'à le déclenchement de la guerre. À la fin des années 1930, Peiser s'est rapproché du Parti communiste sans en devenir membre. C'est probablement parce qu'il n'est pas surveillé que son atelier sert en 1939 à des réunions discrètes de dirigeants de ce parti. Après l'invasion de la Belgique le 10 mai 1940, Peiser a plus de 50 ans, il devient résistant dans les rangs du Front de l'indépendance. Il s'engage dans l'organisation d'aide Notre Solidarité
le service social du Front de l'Indépendance, pour lequel il sera très actif. Et il héberge également des membres des partisans armés, l'organisation militaire du Parti communiste. Le 18 décembre 1940, il s'inscrit au registre des Juifs à la commune d'Uccle. La lettre J est apposée en rouge sur sa carte d'identité. Il refusera pourtant obstinément jusqu'à la fin de la guerre de porter l'étoile jaune imposée par les nazis. De 1940 à 1943, belge de nationalité, Peiser n'est pas visé par les rafles puisque ce n'est qu'en septembre 1943 que la mesure de protection des Juifs belges est annulée et qu'ils sont pris pour cible par l'action Iltis dans la nuit du 3 au 4 septembre. Par la suite de Miche, c'est-à-dire mariage mixte, ont encore pu éviter la déportation. C'est sans doute ce qui a permis à Peiser d'y échapper, puisque sa deuxième épouse, Renée, elle n'est pas juive. Donc il fait pourtant l'objet de pression en tant que juif, puisqu'à la suite d'une visite d'auxiliaire de la Gestapo, il est contraint de payer une amende pour continuer à pouvoir occuper sa propre maison. À l'été 1944, son beau-fils, lui aussi résistant et qui habitait chez lui, est arrêté en son absence par la Gestapo. La famille n'a jamais su si la Gestapo était venue pour arrêter Peiser ou bien son beau-fils. Après cette arrestation, Peiser doit se cacher jusqu'à la libération en septembre 1944. Son beau-fils mourra de typhus en déportation à Bergen-Belsen après la libération du camp. Durant la guerre, Peiser n'a produit que des eaux fortes. L'absence d'argent l'a empêché de se procurer le matériel de peinture. Les sujets de ces eaux fortes sont tous relatifs aux quartiers populaires et miséreux de la capitale où il est connu et où il évolue sans apparemment trop de danger. Après la guerre, en 1945, Peiser ne revient que par 2 fois sur les sujets juifs. Une fois avec une lithographie sur les camps de concentration, c'est celle-ci, pour une affiche vendue au profit de Notre Solidarité qui s'occupe à ce moment des déportés rapatriés. Les noms des camps Lublin, Majdanek et Auschwitz apparaissent à l'arrière-plan de l'affiche que vous pouvez voir. Une seconde fois avec une huile, cette fois intitulée L'étoilé. Se détachant sur un fond sombre, la toile représente un juif assis, les mains croisées sur les genoux. Il porte l'étoile jaune, celle que Peiser avait toujours refusé de porter. Ce tableau lui était particulièrement cher et il s'est toujours refusé à le vendre jusqu'à sa mort en 1962. Cette œuvre est la dernière que Peiser ait produite et qui a un rapport explicite avec la judéité. En guise de conclusion, les observations. Donc, le rapport entre judéité et espace dans les œuvres de Peiser se manifeste de 3 manières. La première est celle du regroupement, du confinement de la population juive dans certains quartiers urbains au lendemain de la Première Guerre mondiale. C'est le cas de ses œuvres sur les quartiers juifs d'Amsterdam et Londres qu'on a pu justement voir. La deuxième est celle de la persécution, de la déportation, de la destruction des Juifs avec son affiche sur les camps de concentration dont il existe plusieurs versions. Et la troisième est celle de la ségrégation, de l'isolement de l'individu avec son portrait l'étoilé. Dans tous les cas, il s'agit d'exclusion de la société, exclusion qui est le thème central de l'artiste, qu'il s'agisse des Juifs ou de tous les autres parias engendrés par le système économique et politique. Peiser a été appelé le peintre de la misère et des bas-fonds. Lui-même se définissait comme le peintre du peuple. Mais pris sous l'angle où nous l'avons abordé ici, je le vois plutôt comme le peintre de l'exclusion. Voilà, donc ça c'est le contact de Pierre Bourg. Vous pouvez le contacter sur
le mail qui s'affiche ici, et je vais également vous envoyer ce mail par le message. Donc, je vais vous envoyer ces coordonnées par email. Donc, vous pouvez lui envoyer des questions, des observations. Merci. Voilà. Donc, c'est la fin de cette... de notre... Oui, oui, Alexis. Non, là, je tiens à prendre la parole parce que je suis absolument bouleversé par les œuvres qu'on a pu voir, même sur un écran. Elles dégagent une force incroyable. Si je garde en mémoire le portrait du juif, là, je me souviens plus de quelle année, et puis le dernier, l'étoilé, ce qui est pour moi tout à fait intéressant par rapport à notre problématique, c'est qu'il semble que la réalité de l'espace soit concentrée dans le corps qui est représenté, alors que l'espace ambiant, lui, perd de sa réalité. Comme un transfert, si vous voulez, de spatialité entre le décor environnant et le corps qui est présenté. C'est-à-dire que le corps présenté n'a pas besoin du décor environnant pour prouver sa spatialité. Il a comme une spatialité absolue, si j'ose dire, qui est totalement autonome. Et je crois qu'il y a là, Monsieur Bourg a parlé d'expulsion, je crois qu'on peut parler d'exil aussi. Le corps de l'exilé, c'est celui qui vient incarner toute la spatialité, alors que le rapport du corps de l'exilé avec le décor environnant est un rapport extrêmement fragile. L'exilé occupe son propre espace, si j'ose dire. Et dans l'œuvre du peintre qu'on a vu, je crois qu'il y a une parfaite illustration. Encore une fois, là évidemment c'est la dernière image qui me reste en mémoire, l'étoilé. Effectivement, ce fond noir, c'est aussi une négation de l'espace d'une certaine manière, alors que dans cette étoile qui est présentée sur le cœur, il y a comme une double spatialité. Il y a la spatialité du corps de l'étoilé, et puis il y a la spatialité, la place de l'étoile, comme dirait Modiano, la place de l'étoile qui en devient un symbole absolument fulgurant pour les spectateurs. Et je tiens vraiment à exprimer ma gratitude pour Monsieur Bourg et pour le partage qu'il a fait de l'œuvre de son grand-père. Merci beaucoup. Peut-être qu'il y a d'autres réactions. Oui, allez-y si vous avez une question. Attends, je ne sais pas si ça fonctionne. Non, c'est juste que la réaction d'Alexis m'a vraiment plu parce que j'ai eu plus ou moins la même réaction avec la dépiction ou la peinture ou les dessins de ces personnes juives qui sont eux-mêmes vus comme une sorte de spatialité exilée. Et donc, j'avais cette même remarque qu'Alexis, et c'est pour ça que je trouvais que c'était assez intéressant de voir que cette impression était remarquable à plusieurs personnes. Oui, tout à fait. J'ai été aussi marquée par ce fait que, bon, déjà, j'ai été impressionnée par cette toile, bien évidemment, l'étoilée. Et puis le fait justement, qu'il a refusé toujours de porter cette étoile, alors qu'après la guerre, il revient sur le sujet et il peint en quelque sorte ce portrait que Alexis a remarqué, justement, cette connivence entre les deux images, le premier et ce dernier portrait. Justement, il le peint comme s'il lui met cette étoile. Voilà, donc c'est très fort en fait.